Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier webinaire d'une longue série organisée par le DU d'implantologie de l'Université de Corse en partenariat avec Guestlich et PP Pharma sur la plateforme FrenchTooth. Alors à ce jour, je vous donne un petit peu un update, pardon. Vous êtes à plus de 9000 à vous être connectés et vraiment merci pour votre fidélité et l'intérêt que vous manifestez pour cette série de webinaires. Donc aujourd'hui, nous recevons à nouveau Jean-Louis Giovanoli pour nous parler cette fois de prévention des maladies périimplantaires. Je vous rappelle qu'il nous avait dit comment les traiter le 24 avril dernier. Comme vous le savez, Jean-Louis est parodontologiste exclusif à Paris, ancien membre du bureau de l'EFP, conférencier international, auteur de nombreux articles et d'un livre qui fait référence sur le sujet. Alors, au sein de notre DU, Jean-Louis dirige l'unité de traitement des maladies périimplantaires, secondé par Daniel Soussan et Lucien Pergola. Voilà, donc on va aller très vite. Je ne vais pas vous abreuver de paroles. Je vous rappelle toutefois qu'il est préférable d'utiliser Google Chrome pour une meilleure connexion. Jean-Michel, quelques précisions? Bonjour à tous. Écoutez, je vous attends pour poser des questions que je répercuterai à Jean-Louis. Voilà. Ok, allons-y. Ok, bien, merci. Bonjour tout le monde. Merci Pascal. Merci pour ton invitation. Merci pour ta confiance. Comme tu le sais, je suis très heureux de faire partie du groupe des enseignants du DU de Corté. On a choisi aujourd'hui de parler de la prévention des périimplantites. Si aujourd'hui, le 8 mai, c'est le jour de la victoire, ça va marquer la fin du confinement, mais moi j'aimerais que ce soit aussi la victoire de la raison dans notre domaine de l'implantologie, parce qu'on va enfin dire stop aux périimplantites en essayant de mettre en place des mesures de prévention qui vont permettre de réduire effectivement la prévalence de ces problèmes. Je voudrais aussi en préambule remercier Pierre Fabre Oralcare. C'est grâce à eux qu'on est réunis ce matin et c'est eux qui nous soutiennent donc dans ce webinaire. Parmi toutes les études qu'on peut utiliser pour affirmer que les maladies périimplantaires ne sont plus des complications exceptionnelles, voici une belle étude scandinave qui a donc été faite et qui a été conduite à la demande donc des organismes d'assurance maladie suédois sur un échantillon de patients qui est représentatif de la population suédoise et qui nous montre qu'après 9 ans, il y aurait effectivement 77% des patients implantés qui présenteraient autour des implants un saignement au sondage et une suppuration, ce qui correspond à 60,9% des implants. Et si maintenant on s'intéresse à l'examen radiographique et au sondage, on constate qu'il y aurait 31,2% des patients qui présenteraient des profondeurs de sondage supérieures à 6 mm, ce qui correspond à pratiquement 17% des implants. Il y a bien sûr beaucoup d'autres études qui ont été conduites de par le monde, mais c'est vrai que celle-ci est intéressante parce qu'elle est conduite dans un pays où, comme vous le savez, les mesures de prophylaxie sont mieux développées que partout ailleurs. Très rapidement, on a vu il y a 2 semaines, donc en parlant du traitement des maladies périimplantaires, que ces périimplantites étaient, comme les parodontites, des maladies inflammatoires d'origine infectieuse qui sont dues à la présence de bactéries pathogènes dans la bouche. Et comme vous le savez, tous les individus ne vont pas cohabiter de la même façon avec ces bactéries. C'est ce qu'on appelle la réponse de l'hôte à l'infection, la susceptibilité à l'infection. Chaque individu se caractérise par sa propre réaction inflammatoire et cette réaction inflammatoire est directement influencée par ce qu'on a pris l'habitude d'appeler des facteurs de risque généraux. Ces facteurs de risque généraux sont de 3 ordres. Le facteur de risque génétique, sûrement le plus important, les facteurs de risque acquis liés à certains profils biologiques des patients, comme les maladies inflammatoires, les immunodépressions ou le diabète, les facteurs environnementaux qui concernent donc toutes les agressions que peut recevoir le patient, en particulier la consommation de tabac. Et pour aujourd'hui, j'ai rajouté parmi ces facteurs de risque généraux quelque chose qui est essentiel, qui sont les facteurs comportementaux, dans la mesure où, par expérience, on sait que la majorité des patients qu'on traite en implantologie
sont souvent des patients qui sont âgés et qu'on peut avoir pour ces patients des problèmes de dextérité qui font qu'ils ne sont pas capables de bien respecter les règles de maintenance et d'entretien autour des implants. C'est manifestement un problème majeur et c'est effectivement l'ensemble de ces facteurs généraux qui doit nous influencer et nous conduire aujourd'hui à savoir refuser des traitements. Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de dire non à un patient pour un tas de raisons, mais que si on veut se prémunir d'avoir notre cabinet embouteillé par les complications d'implantologie, il y a certains patients qu'il faut savoir refuser, en particulier tous ceux qui n'ont pas fait la démonstration de leur aptitude à avoir un bon contrôle de plaque et un bon niveau d'hygiène orale. Comme on l'a vu aussi il y a 2 semaines, la présence de bactéries pathogènes est aussi influencée par les conditions locales autour des implants, ce que l'on appelle les facteurs locaux de risque locaux, les indicateurs de risque locaux, qui concernent d'abord et avant tout l'écologie de la bouche, ensuite la position de l'implant, le système implantaire et la suprastructure prothétique. Et il s'avère que ce que l'on sait, au travers d'enquêtes comme celle-ci, qui sont déjà un vieux travail qui a été réalisé à Strasbourg à l'époque de Robert Frank, que la majorité des patients que l'on va implanter sont des patients qui ont perdu leurs dents à la suite de l'évolution d'une maladie parodontale, ce que l'on appelle aujourd'hui des patients parodontaux. Dans mon exercice personnel, je ne traite que 15% de patients sains en implantologie, ce qui veut dire que 85% des patients que je traite en implantologie sont des patients parodontaux. Et on sait que par définition, ces patients parodontaux sont des patients à haut risque à développer des maladies périimplantaires. J'ai eu le grand privilège d'être invité à la FDI pour conduire un groupe de travail qui était consacré à ces indicateurs de risque locaux, c'est-à-dire en 4 chapitres, le microbiome périimplantaire, les conditions muqueuses, les options prothétiques et le système implantaire. C'est un travail qui a été publié l'année dernière en 2019 dans le Journal of Dentistry et qui, effectivement, je vous le dis d'emblée, pour me prémunir de toute discussion et surtout ne pas vouloir être taxé comme un Marseillais qui consomme de la chloroquine, que toutes les conditions locales autour d'un implant ont une influence très claire sur le développement de la progression des périimplantites, mais aujourd'hui, on ne dispose pas encore d'évidence clinique, de support scientifique suffisant pour considérer que tous ces facteurs de risque locaux sont de vrais indicateurs de risque à développer des maladies périimplantaires. Ça veut dire que tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui, et pour certaines choses sont bien sûr pour vous très évidentes, c'est le résultat d'une expérience clinique, c'est l'avis de cliniciens qui posent des implants, mais c'est vrai que nous ne disposons pas encore pour chacun de ces éléments-là d'un support scientifique suffisant pour garantir le support scientifique de toutes ces données. Parmi les conditions locales, on va donc s'intéresser d'abord au microbiome périimplantaire et bien sûr, on doit parler de la qualité de l'hygiène orale. Comme je viens de vous dire, l'aptitude qu'a un patient à bien maîtriser la présence de la plaque bactérienne est déterminante. Il faut savoir refuser les patients qui ne sont pas capables de faire cette démonstration d'efficacité. Et voici une image caractéristique qui nous rappelle d'ailleurs la mucosite expérimentale qui a été inspirée de la gingivite expérimentale, où on a demandé à des patients de ne pas se brosser autour de leurs implants. Ils ont tous développé une mucosite qui peut progresser dans le temps en périimplantite. Paradoxalement, c'est peut-être un des éléments sur lequel on a le moins de données scientifiques, mais c'est vrai que c'est une évidence pour tout le monde et on va le revoir tout au cours de cette matinée. Un autre facteur local qui est très important, c'est bien sûr l'état de santé des dents voisines résiduelles chez les dentés partiels. Voici ici une image un petit peu caricaturale où une molaire a été maintenue souvent pour satisfaire la demande du patient dans le but d'avoir une temporisation fixée. On s'aperçoit que si on maintient des dents qui présentent une pathologie endodontique, à partir
de l'apex de cette dent naturelle résiduelle malade, on va venir contaminer rapidement l'implant et on est ici en présence d'une périimplantite très précoce. Autre exemple qui montre bien qu'à partir du développement d'une lésion endodontique, ici une lésion endopparodontale, qui est d'ailleurs consécutive au fait que l'implant a été positionné trop près de la dent naturelle, ce qui a provoqué une nécrose de la dent naturelle résiduelle, on a une extériorisation, une fistule desmodontale qui fait que toute la face distale de cet implant est concernée par la maladie périimplantaire. Bien sûr, la situation la plus fréquente est celle de lésions parodontales sur des dents naturelles résiduelles. Si vous avez une lésion comme ici, cette lésion interradiculaire qui est mal contrôlée à proximité d'un implant ostéo-intégré, on va bien sûr venir directement contaminer l'implant en question et développer une périimplantite autour de cet implant. Dans la littérature, voici un des articles qu'on peut qualifier d'historique dans le domaine de la périimplantologie. En 1990, Max Lisgarten rencontre Mark Uirinen et ils décident ensemble de comparer la pathogénicité de la flore chez les dentés totales et chez les dentés partiels, et chez les dentés partiels de comparer la pathogénicité au niveau des dents naturelles résiduelles et au niveau des implants. Et à partir de cette étude, ils ont développé le concept de la translocation bactérienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des dents naturelles résiduelles malades peuvent servir de réservoir à bactéries pour, à distance, venir contaminer des implants ostéo-intégrés. Ça veut donc dire qu'on peut avoir des situations comme celle-ci où vous avez un patient qui a été traité, qui a priori a été bien traité en parodontie, en implantologie, en orthodontie, comme vous le voyez, et que malgré une maintenance efficace, on n'est pas capable de maîtriser l'évolutivité de sa maladie parodontale. Pour nous, parodontistes, hypocritement, on va qualifier ce patient de parodontite réfractaire. Et effectivement, on voit qu'on va aussi développer, au niveau des implants placés à la mandibule, des sites de périimplantite. On peut penser que ces périimplantites sont dues à une translocation bactérienne à partir des dents naturelles résiduelles malades. Si on fait des prélèvements bactériens au niveau des implants malades et au niveau des dents naturelles qui présentent des récidives de parodontite, on constate qu'au même niveau de profondeur de poche, on va retrouver exactement les mêmes bactéries, ce qui montre bien qu'il y a translocation bactérienne. Alors, quelles sont rapidement les conditions prérequises pour pouvoir mettre en place des implants chez les patients parodontaux? Parce que de toute évidence, les parodontites, qui représentent la grande majorité de notre recrutement, ne sont pas des contre-indications à l'implantologie. Et on pourrait même dire que parmi tous les modes de traitement de l'édentement, c'est sûrement le moyen le plus satisfaisant chez ces patients de traiter un édentement. Pour pouvoir mettre en place un implant ostéo-intégré chez un patient parodontal, il faudra donc dans un premier temps être capable de maîtriser la maladie parodontale. Voici ici un exemple où vous voyez qu'on a un parfait contrôle de l'inflammation grâce aussi à la coopération du patient et au respect des règles de maintenance. Les deux conditions donc pour pouvoir mettre en place des implants, pour pouvoir mettre en place le premier implant chez ces patients, c'est d'abord d'avoir traité la maladie parodontale et ensuite de s'assurer que la maintenance est respectée. Jean-Louis, excuse-moi, Oui. j'aurais une question à te poser, peut-être un petit peu provocatrice, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas du tout mon intention. Dans un cas comme ça, on a souvent remarqué, enfin du moins j'ai remarqué ça dans mon exercice, que chez les patients présentant donc un terrain parodontal assez affirmé, dirais-je, il y a certains implants qui vont être touchés par la translocation et pas d'autres. Pourquoi? Comment est-ce que tu interprètes cela? Il est évident que l'apparition des périimplantites est un problème multifactoriel et que les problèmes locaux sont aussi multifactoriels. Ça veut dire qu'il peut y avoir localement un autre problème comme celui qu'on va voir après, qui par exemple concerne la morphologie de la prothèse, qui fait que certains sites sont moins bien maîtrisés que d'autres. Ça peut être le type d'implant, ça peut être la connectique, ça peut être
il y a tout un tas de raisons qui font que, effectivement, on peut avoir, en plus les problèmes de l'état de santé parodontal du patient, localement des conditions particulières. On parle beaucoup aujourd'hui de l'importance des conditions muqueuses, on le verra tout à l'heure. Effectivement, les conditions muqueuses peuvent aussi expliquer le développement de périimplantite au niveau de certaines dents. Pour revenir à mon propos sur la préparation des parodontales, je voudrais juste vous présenter une étude chinoise de 2012 qui est très intéressante, où il y a 117 implants qui ont été placés chez 30 patients parodontaux. Ces 30 patients parodontaux ont été suivis pendant 5 à 14 ans, ont été séparés en deux groupes. Il y a un groupe qui présente une parodontite dite résiduelle. Ça veut dire qu'à 14 ans, il y a au moins une poche qui est supérieure à 6 mm. Et puis l'autre groupe où il y a un résultat parodontal parfait et stable, où il n'y a pas de parodontite résiduelle. Mais il s'avère que là où il y a une parodontite résiduelle, il y aura systématiquement apparition aussi au niveau des implants de périimplantite, ce qui montre bien que dans la préparation parodontale à l'implantologie, la réduction de profondeur de poche reste une priorité, ce qui veut dire que dans la majorité des cas, on pourra en discuter tout à l'heure, il faudra avoir une approche assez systématique et chirurgicale pour éliminer ces poches profondes qui sont des réservoirs à bactéries pouvant contaminer les implants. L'autre étude que je voudrais vous présenter est celle de mon ami Mario Rocuzzo, publiée en 2010, chez 101 patients édentés partiels qui ont été suivis pendant 10 ans. On a bien sûr fait tous les examens, tous les paramètres, relevé tous les paramètres cliniques pour évaluer l'état de santé périimplantaire et on a inclus comme autre critère le respect par le patient, ce que Mario Rocuzzo a appelé l'adhésion, le respect des règles de maintenance, l'adhésion aux thérapeutiques de soutien. On voit que dans cette étude, il y a 3 groupes de patients. Il y a d'abord les patients en bonne santé parodontale, il y a les patients qui présentent une parodontite modérée et les patients qui présentent une parodontite sévère. Il s'avère que pour les patients en bonne santé parodontale, il n'y a pratiquement pas de différence entre ceux qui respectent la maintenance et ceux qui ne respectent pas la maintenance. Par contre, pour les patients parodontaux qui présentent une parodontite modérée et une parodontite sévère, on voit qu'il y a une énorme différence et que tous ceux qui vont ne pas respecter les principes de maintenance vont développer des lésions osseuses supérieures à 3 mm et vont surtout perdre des implants jusqu'à 85,7% de perte d'implants chez les patients qui prennent une parodontite sévère et qui ne sont pas maintenus, ce qui montre bien que, et ça sera notre conclusion, que la maintenance reste une priorité pour garantir dans le temps, et je dis bien la maintenance en implantologie, reste une priorité pour garantir la fiabilité de nos résultats. Jean-Louis, est-ce qu'on peut faire une analogie entre le résultat de cette étude de Mario Rocuzzo et ton expérience personnelle dont tu nous avais parlé lors du premier webinaire sur le traitement des périimplantites? Tu avais analysé un petit peu la prévalence de périimplantites sur un échantillon de patients que tu avais traité dans ton exercice privé. Oui. Il n'y a pas une différence, non? Dans cette étude, on a classé les patients en 3 catégories: patients simples, patients parodontite modérée, parodontite sévère. J'ai effectivement constaté que cette fois-ci, pour moi, c'était à 9 ans, de 5 à 9 ans, je n'avais pas de problème de périimplantite chez les patients en bonne santé, que j'avais des résultats plutôt satisfaisants chez les patients qui présentaient une parodontite modérée et que par contre, pour les patients qui présentaient une parodontite sévère, c'était assez catastrophique. J'avais 35% de périimplantite. Mais ce qui est important de noter, c'est la différence avec l'étude de Mario Rocuzzo, c'est que moi, je n'ai pu analyser mes résultats que chez les patients qui étaient suivis, donc qui étaient maintenus. Et j'ai malheureusement pu constater que dans mon exercice, on pourra en débattre tout à l'heure, c'est que j'ai pratiquement 45% à 5 ans des patients qui ont disparu de mon exercice et que je n'ai pas pu suivre dans le temps. Donc, on n'a aucune information aujourd'hui. Quand on parle de prévalence des périimplantites, on a des chiffres qui concernent des patients qui sont souvent enrôlés dans des départements universitaires et on n'a aucune donnée sur tous ces patients qui sont dans la nature. Il est évident que si on essayait de savoir quel est l'état de santé périimplantaire de tous ces patients dans la nature, on aurait sûrement des chiffres beaucoup plus élevés.
Donc, c'était la grosse différence entre l'échantillon de Mario Rocuzzo et le mien. D'accord. Alors, à partir de toutes ces données, on pourrait effectivement considérer que le moyen de se prémunir de tous ces problèmes, c'est effectivement d'extraire toutes les dents. Et que, effectivement, on a vu tout à l'heure dans l'étude de Marc Uirinen et Max Lisgarten qu'il y avait beaucoup moins de pathogénicité chez les dentés totales que chez les dentés partiels. On a longtemps considéré donc qu'un des moyens, c'était d'extraire toutes les dents. Et c'est vrai qu'on a disposé des études à l'époque. Ça, c'est une étude canadienne qui a été publiée au tout début de l'ostéo-intégration pour nous, où on voit bien que si on utilise la microscopie à fond noir, si on utilise des prélèvements bactériens, on constate qu'on a moins de pathogénicité, moins de spiroquettes chez les dentés totales que chez les dentés partiels, et que si on fait des prélèvements bactériens, on constate qu'il y a certaines bactéries gram-négatives anaérobies, comme le porphyroménal gingivalis ou l'actinomycète, actinomycètem comitans, qui sont absents chez les dentés totales. À partir de ça, on a considéré qu'effectivement, il fallait sûrement être moins conservateur pour éviter les complications à long terme. Depuis, il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées sur ce sujet. Et là, je vous ai juste fait une toute petite revue des études les plus pointues qui ont été réalisées sur ce sujet, en particulier une étude de Edgy van Winkelhoff de Hollande qui montre que chez les dentés totales, les bactéries parodontales pathogènes peuvent rester très longtemps. Quand il dit très longtemps, c'est plusieurs années dans la cavité buccale après des extractions dues à une parodontite. Que le microbiome autour des implants est le même que chez les patients, chez les édentés totaux et chez les patients édentés partiellement, à l'exception effectivement de ces deux bactéries gram-négatives anaérobies que je vous ai citées tout à l'heure. Oui, excuse-moi Jean-Michel, je t'ai coupé. Donc oui, c'était ma question. En fait, ces bactéries, on ne va plus les retrouver chez des gens qui sont implantés depuis quelques années, qui sont édentés complets. On ne va plus les retrouver, ces deux bactéries. Alors, c'est vrai que ces bactéries, elles n'existent. Ça, c'est quelque chose, une donnée qui est assez ancienne déjà. Avant qu'on ait les implants, on savait déjà ça, que chez les édentés totaux, il y a certaines bactéries qui avaient disparu, effectivement. Mais le fait de mettre des implants, elles ne vont pas revenir. Ça, c'est la question, en fait. Non, a priori, non. Ok, merci. Donc, comme vous le savez, un des moyens peut-être pour résoudre nos problèmes, c'est de promouvoir l'utilisation des techniques d'overdenture. Ça, c'est une enquête déjà assez ancienne de Tord Berglund qui a comparé donc les causes de perte d'implants en fonction des constructions prothétiques qui étaient réalisées chez les dentés partiels et chez les dentés complets et aussi au niveau des implants unitaires. Il s'est intéressé aux complications primaires, c'est-à-dire absence d'ostéo-intégration, et surtout aux complications secondaires. Et on constate que malgré tout ce que l'on pourrait espérer, on a 2 fois plus de chances de développer des problèmes périimplantaires autour des implants qui sont supports d'overdenture chez les dentés complets qu'au niveau des bridges fixés chez les dentés complets et chez les dentés partiels. Et effectivement, on peut rapporter cette affirmation au fait que trop souvent, les constructions qui sont réalisées chez ces patients, qui sont en général des patients âgés, sont très contraignantes pour la maintenance et aboutissent à des situations catastrophiques comme celle-ci. Donc la seule recommandation que l'on peut faire sur ce sujet, c'est que effectivement, je pense qu'il y a beaucoup, surtout en termes de santé publique, beaucoup d'indications à ces prothèses supramuqueuses, mais qu'il faut simplifier au maximum les constructions prothétiques pour favoriser, de la part de ces patients âgés, avec des problèmes de dextérité, leur faciliter l'entretien. Jean-Louis, excuse-moi, est-ce que tu peux revenir sur la diapositive précédente? Parce que là, ce que tu dis, c'est que la périimplantite est vraiment très, très fréquente dans les cas d'overdenture. C'est en contradiction complète avec ce qu'on avait entendu dans le courant des années 90. C'était publié c'est ce qu'on appelle le consensus de McGill, qui a été publié par l'équipe de Jocelyn Fein à Montréal,
qui disait que à cette époque, donc, il y avait un consensus sur le fait que le meilleur traitement pour les édentés complets, c'était les overdentures. On voit vraiment que ça évolue vraiment dans le temps, ce Non, genre de paradigme. alors c'est vrai que ça, c'est une étude en fait, ça, c'est une revue systématique de la littérature qui comprend l'ensemble des patients qui ont pu être inclus dans toutes les études. Et c'est vrai que spécifiquement, je pense que l'âge du patient est un élément très important. Et quand je dis l'âge, c'est effectivement l'aptitude à maintenir. C'est extrêmement difficile pour ces patients âgés de faire de la maintenance efficace. Et pourquoi on a ces chiffres au niveau des overdentures statistiquement? C'est parce que la majorité des patients qui sont porteurs d'overdentures sont des patients âgés. Donc, si on mélange au travers, c'est un peu les biais que l'on peut rencontrer dans des revues systématiques de la littérature où il n'y a pas de distinction en fonction du profil du patient. Donc, effectivement, ces overdentures qui concernent la grande majorité des patients âgés sont à haut risque, mais peut-être que pour ces patients âgés, ça reste encore le meilleur. Je suis même moi convaincu que ça reste le meilleur concept prothétique. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'une fois de plus, aussi pour ces patients-là, et là on pourrait disserter longtemps parce qu'on sait que, en particulier les patients qui sont dans les EHPAD ont très très peu de soutien pour les aider à entretenir un bon état de santé bucco-dentaire, que pour tous ces patients-là, effectivement, la maintenance est souvent rendue difficile par la présence de barres sophistiquées. Donc, effectivement, je pense que la contradiction, elle vient du fait que l'étude de Berglund est une revue systématique qui inclut tous les types de patients. Bien. Autre élément très important et sur lequel il faut largement insister, comme en parodontie, on sait que la profondeur de poche périimplantaire va elle aussi directement influencer la pathogénicité de la flore autour des implants. Ça, c'est un vrai dilemme. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez en odontologie, la grosse difficulté pour tous les praticiens et dans d'autres disciplines que l'implantologie, c'est de concilier santé, fonction, esthétique, et que trop souvent, pour satisfaire la demande esthétique des patients, on est amené à faire des choses qui vont au contraire, au sens inverse de la santé. En particulier, bien sûr, chez ces patients parodontaux, tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire qu'il est extrêmement compliqué, sinon impossible, de faire de la dentisterie dite esthétique chez ces patients à risque parodontaux. Ça veut donc dire que l'on sait, au travers de la littérature, que plus vous avez une poche profonde, plus vous allez avoir présence de bactéries pathogènes. Là encore, on a deux écoles différentes, les Belges et les Suédois. Les Belges, ils utilisent la microscopie à contraste de phase pour évaluer la pathogénicité grâce à la motilité et la présence de spirochètes. Les Suédois vont faire des prélèvements bactériens pour identifier ces bactéries, mais les conclusions sont exactement les mêmes. Plus la poche est profonde, plus on va être en présence de bactéries pathogènes. Jean-Louis, oui. Mathéo me demandait, est-ce qu'on doit faire un régime à ces patients pour la désinfection buccale avec du bicarbonate et peroxyde? Chacun a sa façon de traiter les patients parodontaux. Personnellement, moi, je ne suis pas un adepte de ce cocktail, mais je reconnais que depuis Paul Kayes, on sait que le mélange bicarbonate oxygéné est effectivement très, très efficace. L'important, c'est que le jour de la pose du premier implant, il y a une disparition de tout saignement au sondage au niveau des dents naturelles résiduelles. Ça nécessite d'une part une bonne préparation parodontale, d'autre part que le patient respecte bien les règles de maintenance. On verra dans la dernière partie de ma présentation ce que moi je recommande, ce que je fais dans mon cabinet pour préparer ces patients parodontaux et pour les maintenir. La profondeur de poche autour d'un implant est bien sûr d'abord dépendante du niveau d'insertion verticale. Et c'est vrai que plus vous allez positionner votre implant haut, plus vous allez avoir initialement une poche profonde. Ça va aussi dépendre des conditions muqueuses et du biotype muqueux, et ça va aussi dépendre de la hauteur et de la qualité de l'attache muqueuse périimplantaire. Ces trois éléments que l'on va analyser rapidement dépendent bien sûr de la méthode de mise en place des implants qu'on va utiliser, du système implantaire qu'on utilise et de la technique opératoire. Et que, effectivement, c'est très, très difficile
d'aborder précisément et de donner des chiffres pour dire il faut avoir telle profondeur de poche, parce qu'en fonction des techniques qu'on va utiliser, on aura obligatoirement des résultats différents. On sait par exemple que, on en reparlera tout à l'heure, avec les techniques qui utilisent des implants tissue level, donnent de meilleurs scores en termes de résultats de profondeur de poche que les implants avec un bon level. Pourquoi? Parce qu'il y a d'emblée un aménagement de l'espace biologique qui va influencer cette profondeur de poche. Donc c'est très très difficile, d'autant plus que dans la littérature, on ne dispose pas d'études, c'est évident, la raison est évidente, d'études comparatives qui nous permettent pour chacun de ces éléments-là de dire quelle méthode et quel implant est meilleur que l'autre. Ça m'amène directement à parler des conditions muqueuses périimplantaires qui sont déterminantes. On va parler de la hauteur de muqueuse kératinisée, du biotype muqueux, de l'épaisseur des tissus mous et un petit peu de la nature de la tâche. Vous savez qu'en parodontie, sous l'influence des Scandinaves, on a pris l'habitude de considérer que d'avoir une hauteur minimum de muqueuse kératinisée autour d'une dent naturelle n'était pas forcément nécessaire pour maintenir un bon état de santé parodontale. Pourquoi? Parce que les maladies parodontales sont dues à la présence de la plaque bactérienne et que si dans nos études, on exclut tous les patients qui ne présentent pas un indice de plaque égal à 0, effectivement, on va avoir de bons résultats de contrôle de l'inflammation, quelle que soit la hauteur et la nature des tissus mous périimplantaires. On peut raisonner exactement de la même façon en périimplantologie, et c'est vrai qu'il faut rapporter le problème de la hauteur de muqueuse kératinisée à l'existence de certains défauts muqueux périimplantaires, le plus important étant la mobilité de la limite marginale. Si en tirant la lèvre, on s'aperçoit qu'il y a un décollement, de toute évidence, c'est une porte d'entrée magistrale à l'infection. On est souvent confronté à des problèmes, surtout à la mandibule, de profondeur de vestibule, de défaut cicatriciel, de traction frénale et même de récession qui, elles aussi, vont venir compliquer la situation. On est tous capables de présenter des cas comme celui-ci. Chez une patiente qui a une bonne qualité de brossage, on voit qu'on a une parfaite stabilité osseuse, malgré le fait qu'il n'y ait pratiquement pas de hauteur de muqueuse kératinisée. Vous voyez la conception prothétique ici qui a été choisie. On a volontairement mis en place des piliers tout titane pour essayer de préserver au maximum la santé des tissus périimplantaires. C'est vrai qu'on n'est pas ici dans une zone esthétique, on a des embrasures larges et on a surtout une patiente qui est très coopérante. Mais on est aussi très fréquemment confronté à ce genre de situation. Là, compte tenu des problèmes d'accessibilité pour le patient, de la présence d'une récession, il y a une absence totale de muqueuse kératinisée, il y a très peu de profondeur de vestibule, il y a des tractions frénales avec des brides cicatricielles, le patient va développer une périimplantite à la mandibule. À partir de cas comme celui-ci, on peut considérer aujourd'hui, en choisissant comme argument cette revue systématique de la littérature d'un jeune Chinois qui vit à San Francisco, que ce n'est pas la nature et la hauteur de tissu qui est importante, mais c'est que le contrôle de plaque. Mais au travers de cette étude, effectivement, Lin a bien démontré qu'un manque de hauteur adéquate de muqueuse kératinisée autour des implants est associé systématiquement à plus d'accumulation de plaques, donc va créer une inflammation, des récessions et une perte d'attache. C'est exactement ce que l'on considère aussi aujourd'hui en parodontie. Ça veut dire que tous nos patients n'ont pas un indice de plaque égal à 0, ne serait-ce que parce que quand on présente de construction prothétique, par exemple, il est souvent très, très difficile de contrôler parfaitement l'inflammation autour des constructions prothétiques et que là, il est toujours souhaitable, pour éviter l'apparition de récession en particulier, de disposer d'une bonne hauteur de muqueuse kératinisée. Maintenant, quand on fait un diagnostic muqueux périimplantaire, comme en parodontie, il faut toujours être capable d'évaluer quelle est la situation osseuse.
Et on est souvent confronté à des situations comme celle-ci. Vous avez des brides cicatricielles, absence de vestibule, avec ici une absence totale de muqueuse kératinisée, compliquée de la présence de déhiscence vestibulaire chez cette patiente. Il est donc très important de bien comprendre qu'en implantologie, la priorité doit toujours rester la qualité de la tâche, donc la présence de l'os, et que pour traiter au mieux ce genre de situation, il faudra d'abord traiter la déhiscence osseuse. Dans un schéma que l'on a publié avec Stéphane Ranvert dans notre livre, on a essayé de façon un petit peu le plus didactiquement possible de mettre en évidence 4 situations différentes, comme on pourrait le faire en parodontie, pour insister sur le fait que le terme gencive attachée, qui est aujourd'hui banni en parodontologie, est plus que jamais vrai en périimplantologie. On doit parler de muqueuse attachée. Attachée à quoi? La situation idéale, c'est une situation où vous avez présence d'os avec une muqueuse kératinisée attachée à l'os avec des fibres conjonctives insérées qui vont directement être insérées dans le périoste. Ça, c'est la situation idéale. Et la situation la pire, c'est celle où vous n'avez pas d'os et pas de muqueuse kératinisée. Et entre ces deux situations extrêmes, vous avez des situations intermédiaires comme celle-ci où il y a de l'os mais pas de muqueuse kératinisée, et ici, pas d'os mais beaucoup de muqueuse kératinisée. Donc, d'un point de vue diagnostique, avant d'envisager un traitement, pour prévenir l'apparition de problèmes autour des implants, il est très important de savoir faire ce diagnostic différentiel et d'évaluer la présence osseuse. Toujours est-il que quand on est amené à traiter des cas comme cette dame, où on a dû faire une reconstruction osseuse compliquée dans le secteur maxillaire gauche, il est très important pour garantir la fiabilité du résultat dans le temps de recréer une condition optimum d'accessibilité, bien sûr, malgré la présence de fausses gencives, mais surtout de stabilité de la muqueuse marginale par la mise en place d'une greffe épithélio-conjonctive au fond du vestibule. C'est en créant ce genre de situation anatémique qu'on va pouvoir effectivement faire que la patiente dans le temps soit capable de contrôler l'infection. Jean-Louis, j'ai une question. Moi, comment Oui. tu peux évaluer, malgré l'âge, les capacités qu'ont les gens à faire ces gestes, à cette maintenance? Est-ce qu'il y aurait un exercice, un test à faire au cabinet? Est-ce que passer du temps? On aimerait bien avoir des détecteurs. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, les choses vont devenir encore plus compliquées. Ça, c'est vrai pour toute l'odontologie. On aimerait bien aussi avoir des détecteurs d'imbéciles, parce que quelquefois aussi, ça peut être un problème qui vienne compliquer nos traitements. Mais c'est vrai que d'évaluer l'aptitude qu'aura le patient à évoluer dans sa compétence, dans son aptitude et sa dextérité, c'est effectivement très difficile. Mais ce n'est pas uniquement vrai pour l'implantologie. En tout cas, il ne faut pas tomber dans le piège de vouloir systématiquement traiter tout le monde. Malheureusement, il y a toujours un petit côté mercantile aussi qui vient nous inspirer dans nos choix, et c'est très, très difficile de refuser des patients parce qu'ils ne sont pas capables de bien traiter. Moi, je pourrais vous donner un tas d'exemples. Dans une conférence que j'ai faite à Europério, où j'ai présenté tous mes cauchemars, j'ai présenté le cas d'un patient qui est effectivement quelqu'un de très riche et qui croit qu'il peut payer pour être en bonne santé. Il a fait tout ce qu'il fallait, il voulait faire tout ce qu'il y avait de mieux. La seule chose qu'il n'a pas été capable de faire, c'est d'évoluer dans son aptitude à bien se brosser les dents. Au résultat, on lui a fait 2 restaurations prothétiques bimaxillaires sur un plan qui était bien réalisé avec des greffes osseuses sophistiquées et qu'il a perdu tous ses implants. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été capable de bien maintenir. Donc, effectivement, la capacité qu'a le patient, ce que j'appelais tout à l'heure le facteur de risque comportemental, est déterminant dans nos choix thérapeutiques. Mais c'est vrai aussi en prothèse conventionnelle. Très bien, merci. Bien. En anglais, on parle de largeur et de hauteur pour faire la distinction entre la hauteur et l'épaisseur. Donc, moi, j'ai préféré, pour être français, de parler d'épaisseur pour parler de la hauteur de muqueuse kératinisée. Et effectivement, on sait que quand vous avez, comme ici, dans la région tubérositaire, un tissu qui est très dense et très épais, on va avoir d'emblée une profondeur de poche importante. On sait, au travers de cette étude animale par Todd Berglund, que la notion d'espace biologique, qui est vraie en dentisterie conventionnelle, est aussi vraie
en périimplantologie, et que si on réduit ici la hauteur de muqueuse kératinisée autour d'un implant, on va d'emblée avoir, comme vous le voyez ici, une perte osseuse, simplement parce qu'il y a une hauteur incompressible qu'on appelle aussi l'espace biologique, qui va permettre à la tache bucqueuse autour de l'implant de se développer. Ça veut dire qu'on sait ce qu'est la hauteur minimum. Maintenant, pour ce qui est de la hauteur maximum, c'est un petit peu plus difficile à définir, mais c'est vrai que par principe, il faudra toujours s'assurer que l'on a la poche la moins profonde possible, justement pour éviter la présence de ces bactéries pathogènes. Cette profondeur de poche, elle est bien sûr aussi liée à la nature et la hauteur de la tache. Ça, c'est aussi une autre étude ancienne, 91, de Jan Linde et Tord Berglund, toujours chez l'animal, qui ont montré la différence qu'il y a au niveau de la tache d'une dent naturelle et d'un implant. Il est évident que côté implant, on n'a pas de fibres de Charpé qui sont insérées dans le sément. On a donc ici une attache qui se fait par adhésion des hémidesmosomes sur la surface implantaire, et que là, on est en présence d'une longue attache épithéliale et de cette attache conjonctive par adhésion, qui est bien sûr mécaniquement beaucoup plus fragile. C'est très important parce que moi, je suis très convaincu aujourd'hui, au travers de mon expérience, que la priorité pour prévenir l'apparition des périimplantites, c'est de préserver cette attache muqueuse, et que la qualité de cette attache muqueuse, on le verra tout à l'heure quand on parlera des systèmes implantaires, est déterminante dans le premier stade d'apparition des maladies périimplantaires. Pour ce qui est des options prothétiques, je me permettrai de dire que en prothèse implantaire, les grands principes de la bonne prothèse sur implant sont exactement les mêmes que les grands principes de la bonne prothèse conventionnelle. Il faut des bons points de contact, il faut un profil d'émergence qui permette d'optimiser l'entretien de la part du patient, il faut des embrasures, tous ces principes de la dentisterie de base que l'on connaît. On voit trop aujourd'hui, avec les implants, des conceptions prothétiques complètement aberrantes qui ont fait que d'emblée, on avait un manque d'accessibilité des instruments d'hygiène avec des profils d'émergence comme celui-ci avec des surcontours. Ça, c'est plus qu'un surcontour, c'est une marche d'escalier qui vient très vite, en moins d'un an, aboutir à cette périimplantite au niveau de cet implant. Il est bien évident que tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire que ce genre de construction prothétique doit être prohibé si on veut arriver à maintenir un bon état de santé autour des implants, comme d'ailleurs autour des dents naturelles. Les embrasures, bien sûr, elles doivent commencer par le fait que les implants doivent être bien positionnés. Si vous êtes dans une situation comme celle-ci, où vous avez une proximité implantaire, il ne sera pas possible d'avoir une embrasure qui permettra aux patients de brosser efficacement. Les concepts sont exactement les mêmes qu'en prothèse conventionnelle. Et je voudrais juste vous montrer cette très belle étude d'un Italien qui vit en Suède, qui s'appelle Giovanni Serino, et qui a, sur 23 patients qui présentaient des périimplantites, analysé tous les paramètres cliniques, l'indice de plaque, le célium-sondage, la profondeur de poche, et qui les a rapportés à l'accessibilité des instruments d'hygiène autour des implants. Il s'avère que sur les 109 implants qui étaient inclus dans l'étude, il y en a 58 qui présentaient une périimplantite. Et que sur les 58 qui présentaient une périimplantite, il y en a 53 qui présentaient un défaut d'accessibilité interproximale autour des implants, ce qui montre bien que l'accessibilité au nettoyage par le patient est déterminante pour prévenir l'apparition de ces maladies périimplantaires, et que c'est vrai que dans notre recrutement de maladies périimplantaires aujourd'hui, c'est sûrement aujourd'hui la situation la plus fréquente que l'on rencontre, où des constructions prothétiques ont été faites de telle façon que le patient n'a aucune accessibilité au nettoyage. Alors c'est vrai que moi je suis bien sûr dans mon exercice amené à traiter essentiellement des patients parodontaux, que chez des patients en bonne santé, on peut peut-être se permettre quelques acrobaties, mais que chez le patient parodontal, c'est une condition sine qua non. J'en profiterai pour dire que pour moi, et on pourra en discuter tout à l'heure,
le terme implantologie esthétique doit être proscrit chez ces patients parodontaux. Pour moi, il est impossible aujourd'hui de faire de la prothèse esthétique chez des patients parodontaux sur des implants, comme d'ailleurs c'est impossible sur des dents naturelles résiduelles. Il faut accepter, si on veut être conservateur, de pouvoir avoir des embrasures larges pour faciliter l'accessibilité systématique des instruments d'hygiène. Regardez un petit peu ce cas clinique. Aberration. Il y a 3 implants qui ont été mis en place. Ici, l'implant médian est exactement au niveau de l'embrasure. On va donc développer rapidement une périimplantite. Pourquoi? Parce que le patient ne peut pas accéder efficacement et que ça ne sert à rien d'avoir des dents qui ressemblent à des dents dans un secteur postérieur, en plus chez un monsieur avec des grandes moustaches qui ne découvre absolument pas. La priorité doit être d'avoir une morphologie qui facilite l'accessibilité systématique au niveau de toutes les dents. Il est évident que si on était dans le secteur antérieur, ce serait beaucoup plus difficile de satisfaire le patient d'un point de vue esthétique parce qu'il faut que le patient puisse passer systématiquement autour des dents. Et je ne vous parle pas de la fausse gencive, ça c'est aussi un cas un petit peu caricatural, mais c'est la réalité. Quand on dépose ce genre de construction prothétique sur 4 implants qui ont été mis sur 6 implants qui ont été mis au maxillaire, on constate qu'on a une périimplantite généralisée parce que, bien sûr, le patient n'a pas possibilité d'accéder au nettoyage. On ne doit pas faire de fausse gencive. Si on fait de la fausse gencive, il faut que, malgré la fausse gencive, il faut que le patient puisse accéder systématiquement autour de chaque implant. Et c'est vrai que dans un cas comme celui-ci, on peut faire de la fausse gencive pour supporter la lèvre dans un but esthétique, pour résoudre les problèmes de phonation, mais il faut que le patient puisse nettoyer. Excuse-moi, Jean-Michel. Non, Pascal va poser une question. Est-ce qu'on doit limiter tant que possible le nombre d'implants chez ces patients parodontaux? C'était ma question. Bon. Je pense que oui. En particulier, pour revenir sur le problème esthétique, je pense que le seul moyen d'avoir de bons résultats esthétiques chez les patients parodontaux, c'est de ne pas mettre d'implant dans le secteur antérieur. Sauf, bien sûr, chez des patients qui ont un sourire qui fait que, de toute façon, ils ne vont pas découvrir et qui acceptent qu'il y ait des grandes embrasures et qui même des parties métalliques qui soient apparentes, puisque, comme je vous le montrais tout à l'heure, c'est toujours intéressant d'être resté à distance des tissus. Oui. Même pour les dentations terminales qu'on a montré tout à l'heure, on pouvait peut-être mettre que 2 implants et 3 dents, par exemple. Non, mais je pense qu'effectivement, on a trop tendance. Mon sujet n'est pas de parler des complications biomécaniques, et c'est vrai que la biomécanique, ça existe aussi, et qu'effectivement, il faut aussi penser biomécanique, il faut aussi penser construction prothétique dans un but fonctionnel, et que le nombre d'implants que l'on va décider de mettre et le diamètre des implants dépend plus de l'aspect mécanique que bien sûr de l'aspect esthétique ou santé. Mais d'un point de vue santé, plus il y a accessibilité, mieux c'est bien sûr. Très bien, merci. Autre problème très important qui concerne la prothèse, c'est le mode de fixation des prothèses. Est-ce qu'il faut faire du scellé? Est-ce qu'il faut faire du vissé? Pour nous, la réponse est évidente. Le gros avantage de la prothèse sur implant, c'est que c'est une prothèse qui est réversible, qui est démontable. Et on sait que pour pouvoir faire un diagnostic efficacement, pour faire de la maintenance efficace, il est toujours positif de pouvoir déposer la prothèse. C'est la raison pour laquelle on va toujours privilégier les techniques avec de la prothèse transvissée. Et vous savez qu'on peut aussi avoir ce genre d'incident que l'on a appelé sémantite. Vous voyez que chez un patient, il y a un excès de ciment qui est apparu ici. J'ai proposé au patient de venir une semaine plus tard pour déposer cet implant. Le patient a mis 1 an à venir me revoir. Et vous voyez qu'1 an plus tard, il a perdu 50% de l'os autour des implants, ce qui illustre bien le fait que la présence d'un corps étranger, et en particulier d'un excès de ciment, va bien sûr provoquer l'apparition d'une périimplantite, d'ailleurs aussi comme en denture conventionnelle, bien sûr. Maintenant, le problème, c'est que dans certains cas, il est difficile de faire un diagnostic si vous avez un excès de ciment qui se fait sur la face vestibulaire, comme vous le voyez dans le cas présent. Il est encore plus difficile de faire un diagnostic si le praticien a utilisé un matériau radioclair, comme ici un verre ionomère que l'on ne va pas pouvoir voir à la radiographie et qui va se manifester aussi par une périimplantite très agressive.
pour moi, la principale raison pour laquelle il faut systématiquement utiliser des prothèses transvissées, c'est pour gérer les complications. Effectivement, comme on l'a vu la dernière fois, comme on l'a vu il y a 2 semaines, dans la plupart des cas, si on n'est pas capable de déposer la prothèse, on sera très, très limité dans les moyens que l'on pourra entreprendre pour traiter ces périimplantites à long terme. Donc, s'il vous plaît, à chaque fois que c'est possible, évitez les prothèses scellées parce qu'on ne pourra pas, à long terme, traiter efficacement nos patients. Je n'insisterai pas sur cet aspect-là qui concerne l'adaptation des composants, c'est une évidence. Si vous avez des composants qui sont mal adaptés, on va obligatoirement avoir une porte d'entrée à l'infection qui va très vite se compliquer par des conséquences très lourdes, qui peut d'ailleurs aussi être à l'origine aussi de problèmes biomécaniques. Et je voudrais juste, sans rentrer trop dans les détails, parce que pour chaque système, il y a des moyens prothétiques qui sont différents, rentrer un petit peu en guerre contre certaines techniques qu'on appelle direct implant, où des praticiens, pour faire l'économie de composants prothétiques, utilisent des produits calcinables ou ne mettent pas de piliers prothétiques usinés qui vont aboutir à ce genre de situation. S'il vous plaît, il est important pour éviter ce genre de problème de bien respecter toutes les règles et chirurgicales et prothétiques qui nous sont recommandées de la part des fabricants et surtout ne pas faire d'économie sur la qualité des composants prothétiques que l'on utilisera au-dessus de nos implants. Dernier point, entre guillemets, qui est essentiel, bien sûr, et tous les praticiens chirurgiens dentistes savent combien la qualité des points de contact va déterminer l'apparition de lésions parodontales. C'est vrai aussi en implantologie. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois que l'on aura des implants proximaux, on préférera les solidariser parce qu'il n'y a rien de plus compliqué que de traiter dans le temps un point de contact entre 2 implants, outre le fait qu'ici, on a aussi des formes de contours qui sont tout à fait défavorables. On voit qu'ici, on a une parodontite très, très avancée qui se manifeste chez ce patient. Donc, à chaque fois qu'on peut le faire, ce sera toujours positif que de venir solidariser des implants proximaux. Dernier chapitre qui est le système implantaire. C'est un chapitre qui est compliqué et qui est délicat parce que il y a beaucoup de systèmes aujourd'hui de par le monde. Je crois qu'il y a plus de 1000 systèmes qui sont sur le marché et que chacun a ses caractéristiques et que chacun, bien sûr, a ses qualités et que c'est la responsabilité de chacun des praticiens de choisir un système. Le gros problème que l'on a d'un point de vue scientifique, c'est que pour des raisons évidentes de financement de la recherche, on n'a pas d'études comparatives qui nous permettent de comparer pour chacun de ces aspects-là les différents systèmes implantaires. Donc là, je vais simplement vous donner quelques idées au travers de ma propre expérience et très, très générale sur ce qu'il faut penser de certaines caractéristiques des systèmes implantaires. La première caractéristique qui est le type de connexion. Vous savez, vous pouvez avoir des connectiques externes, vous pouvez avoir des connectiques internes, et qu'on a des études comme celle-ci qui montrent bien que si vous mettez une charge de 200 newtons, vous appliquez une charge de 200 newtons, ce qui est important, sur un implant, si vous avez, d'après ces auteurs allemands de Francfort, une connectique externe, vous allez obligatoirement avoir un hiatus qui va se créer, qui est une porte d'entrée à l'infection. C'est la raison pour laquelle on préférera aujourd'hui les connectiques internes. Ici, c'est un code Morse, mais aussi des hexagones internes que nous préférons aujourd'hui et qui sont les moyens qui nous permettent d'avoir la meilleure stabilité dans le temps pour éviter justement la présence de ce hiatus. Parce que le gros problème du rapport que l'on peut faire entre la connectique et l'apparition des périimplantites passe par le problème de la stabilité mécanique. D'après ces revues systématiques de la littérature qui ont été publiées dans des revues de prothèses, des revues de prothèses, on voit que les connexions internes entraînent des pertes osseuses périimplantaires plus que les connexions, moins que les connexions externes,
mais que le meilleur comportement des connexions internes serait lié à un comportement biomécanique plus favorable. C'est ce que je viens de vous montrer au travers de la petite vidéo. Qu'est-ce qu'il faut penser du dessin de l'implant? Vous savez que vous avez deux catégories d'implants sur le marché, ce que l'on appelle les bone level et les tissue level. Ici, c'est un implant Brandmark de la première catégorie, MK3, de la première génération, pardon, MK3. Ici, c'est un implant Straumann. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'on aura de meilleurs résultats en termes de stabilité osseuse avec les systèmes tissue level que les systèmes bone level. Pourquoi? Parce que avec le système bone level, il y a toujours un aménagement initial qui est dû à l'aménagement de l'espace biologique qui va se manifester par une résorption initiale. C'est la raison pour laquelle, en 1993, quand on a établi les premières définitions des maladies périimplantaires autour de Thomas Albrechtson, Albrechtson avait pour lui, en utilisant à l'époque ce genre de système, il était normal d'avoir 1,6 mm de perte osseuse crestale dès la mise en charge des implants. On pourrait aussi citer d'autres études qui se réfèrent cette fois-ci à la profondeur de poche autour des deux types de systèmes, et on sait qu'on aura des poches beaucoup plus profondes avec un implant à connectique externe qu'avec un implant à connectique interne. Pour enfoncer le clou, et si je reviens à cette étude candidate de Yann Dark qui a été publiée récemment, toujours à la demande donc des organismes de santé publique suédois, ils ont d'abord fait une enquête auprès de tous les praticiens pour savoir quels étaient les systèmes qui étaient utilisés. On s'est aperçu qu'en Suède, qui est le pays de Brandmark, mais qui est aussi le pays de Berglund, de Linde et du système Astra, il y a 30% des praticiens qui utilisent le système Brandmark, 29% qui utilisent le système Astra, 11% qui utilisent le système Straumann et 38% qui utilisent tous les autres systèmes réunis. Et que si maintenant on rapporte le choix de ces systèmes à la prévalence des périimplantites, on voit que là, on aura le meilleur résultat, c'est chez les utilisateurs du système Straumann, pratiquement les mêmes résultats avec le système Astra ou le système Nobel, et de bien moins bons résultats avec tous les autres systèmes qui incluent les low cost et autres systèmes exotiques. Toujours est-il que les chances de diagnostiquer une périimplantite autour des implants 9 ans après leur mise en fonction sont donc plus élevées avec les implants bone level qu'avec les implants tissue level. Ça m'amène à parler du dernier aspect qui concerne le système implantaire, c'est la partie transmuqueuse. Il a été démontré au travers de plusieurs études scandinaves aussi qui ont été conduites par un certain Abrahamson que seul la zircone et le titane étaient capables de donner une bonne qualité d'attache muqueuse comme on aimerait l'avoir toujours autour des implants ostéo-intégrés. Jean-Louis, Mathéo me demande si le grade de titane joue dans ces attaches et dans cette perte osseuse. C'est une bonne question. Je n'ai pas de réponse. Je ne suis pas capable de répondre parce qu'une fois de plus, il n'y a malheureusement pas d'études comparatives. C'est vrai qu'avec Pascal, on a souvent eu des discussions concernant un phénomène de corrosion qui pourrait ici être à l'origine de pertes osseuses, et je suis convaincu que des alliages peuvent générer plus de corrosion à l'interface que du titane pur. Donc, je pense qu'effectivement, le grade de titane peut avoir une influence, mais il n'y a aucune étude dans la littérature, à ma connaissance, qui concerne ce sujet. Puisque l'on parle de la partie transmuqueuse, comme je vous l'ai dit, seul le titane et la zircone permettent d'obtenir une attache muqueuse qui soit satisfaisante, à contrario de l'or ou de la céramique, et que
la morphologie, le dessin du pilier peut aussi avoir une influence. Vous connaissez tous donc le principe du platform switching de l'implant Astra, avec une réduction du col de l'implant qui permet d'élargir dans l'espace, enfin d'augmenter dans l'espace biologique pour essayer de faire qu'on ait moins de résorption osseuse initiale. Et voici comment on met en place un implant Astra, qui est un implant bone level, et voici la cicatrisation, et voici le schéma. Et le gros problème de ce genre de technique, pour tous les implants bone level, c'est que l'attache muqueuse se fait sur le pilier prothétique. D'ailleurs, c'est très important de bien comprendre que sur un système que le système Astra, il est totalement interdit de faire du direct implant parce que la qualité de l'attache va dépendre du matériau qu'on utilisera pour justement restaurer cette zone, et il faut avoir quelque chose qui se fasse sur le titane du pilier prothétique usiné. Donc, il faut bien comprendre que toutes les manipulations que l'on peut être amené à faire à chaque fois que l'on va déposer ce pilier vont venir rompre la qualité de la tâche et peuvent générer secondairement des problèmes inflammatoires. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, et ça c'est mon choix personnel et là je m'engage, utiliser un système où nous avons un col lisse haut qui nous permet d'avoir une bonne attache muqueuse autour de l'implant et non pas autour du pilier prothétique. Ça, c'est une proposition que je fais à partir du système que j'utilise aujourd'hui, qui est le système Tomen. Effectivement, chez certains patients en bonne santé, on peut faire des compromis et utiliser un implant avec un col lisse de 0,5 mm parce qu'on veut privilégier le résultat esthétique. Mais chez nos patients parodontaux qui nous concernent aujourd'hui, il est proscrit d'utiliser ce genre d'implant et on va préférer utiliser des implants avec un col lisse, comme ici un col lisse de 2,5 mm, qui mettent la connectique à distance de la muqueuse pour s'assurer que l'on aura un contrôle maximum de l'inflammation et surtout que l'on aura une bonne qualité d'attache muqueuse autour des implants. Dernier chapitre sur lequel on débat, c'est l'influence de l'état de surface de l'implant sur l'apparition des périimplantites. Il est très important de savoir faire la distinction entre surface usinée, comme l'implant Brandmark initial, et des implants à surface rugueuse et des implants qui sont presque des implants poreux, dans la mesure où il y a effectivement certains degrés de porosité. Personne ne peut contester le fait que la rugosité de l'implant va favoriser l'ostéointégration et va surtout accélérer cette ostéointégration. Et aujourd'hui, toutes les firmes ont opté pour effectivement des surfaces rugueuses. Maintenant, il faut savoir qu'une surface rugueuse, elle ne peut pas être exposée. Et que si une surface rugueuse est exposée, il va y avoir obligatoirement accumulation de plaques, comme vous le voyez ici, qui va venir favoriser la progression de notre infection périimplantaire. Ça veut dire qu'à chaque fois que l'on aura une surface rugueuse qui est exposée, soit on est capable de réparer, comme on l'a vu la dernière fois, comme on l'a vu il y a 2 semaines, dans certaines conditions, soit il faudra éliminer cette rugosité par implantoplastie ou par addition d'un matériau lisse sur la surface de l'implant. Toujours est-il qu'une surface rugueuse ne peut pas être exposée et que l'exposition d'une surface rugueuse va favoriser la progression de la périimplantite. Une très belle étude qui a été conduite par notre ami et confrère français Jean-Pierre Albouy, dont c'était la thèse de PhD à Göteborg, qui a comparé l'évolutivité des périimplantites en fonction du degré de rugosité des implants en comparant 2 implants Brandmark, un implant taille unite et un implant à surface usinée, comme vous le voyez ici, qui a bien montré, au travers de cette étude animale, sur un modèle clinique de périimplantite expérimentale, il faut bien le dire, que la rugosité de l'implant venait directement influencer non pas l'apparition de la périimplantite,
mais la progression de la périimplantite. Et c'est toute la différence, comme en parodontologie, c'est l'évolutivité de la maladie qui est aujourd'hui la préoccupation. Il y a les facteurs qui vont déclencher la maladie, il y a les facteurs qui vont venir influencer la progression de la maladie. La rugosité de l'implant va directement influencer cette progression de la maladie. Alors, pour en terminer avec ce débat, oui. Pourquoi ne pas, chez les patients parodontaux, pourquoi ne pas choisir l'alternative des implants zircone? Je vais y revenir tout à l'heure. Pour finir ce débat qui a beaucoup animé des gens qui étaient habitués à utiliser l'implant Bradmark de première génération à surface usidée et qui ont constaté que quand Nobel est passé aux surfaces rugueuses, ils avaient beaucoup plus de périimplantite. Il faut bien comprendre que si vous avez un implant à connectique externe comme celui-ci, nous savons que obligatoirement, nous allons avoir initialement, par aménagement de l'espace biologique, une perte osseuse initiale. Si cette perte osseuse initiale aboutit à une exposition de la surface rugueuse de l'implant, là, c'est le début de la fin parce que ça va considérablement favoriser la progression de la périimplantite. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, c'est un autre argument pour lesquels on va bien sûr préférer les implants avec un col lisse ou les implants tissue level qui mettent à distance donc la tâche de la crête osseuse. Pour répondre à ta question sur la zircone, personnellement, d'abord, je ne voudrais pas rentrer dans cette polémique parce que je respecte beaucoup les praticiens qui utilisent cet implant zircone et on a la chance dans notre groupe de Corté d'avoir avec nous Giancarlo Bianca qui est un expert sur le sujet et qui utilise beaucoup les implants zircone. Et je pense qu'effectivement, c'est une porte d'entrée à venir. Maintenant, je dois dire que, sans vouloir jouer les anti-Raoult, c'est que dans la littérature parodontale, enfin dans la littérature périimplantaire, on dispose de très peu de données scientifiques pour garantir la fiabilité de ces implants. On a démontré la fiabilité en termes d'ostéo-intégration. On sait qu'il y a encore beaucoup de problèmes biomécaniques qui sont liés à l'utilisation de la zircone, mais je suis convaincu qu'effectivement, à l'avenir, il y a beaucoup d'intérêt à développer ce type d'implant, en particulier si on peut vulgariser les implants monoblocs, parce que le fait d'avoir des implants monoblocs où il n'y a pas de connectique, ça va obligatoirement favoriser le contrôle de l'inflammation. D'autant plus qu'il a été démontré récemment dans des études qui sont très, très initiales, on va dire, qu'effectivement, en termes de contrôle de plaque, on avait aussi de meilleurs résultats sur la zircone que sur les autres matériaux. Donc, je pense que c'est très, très intéressant. Mais personnellement, je ne peux pas en parler parce que je n'ai aucune expérience sur l'utilisation de ces implants zircone. Jean-Louis, excuse-moi, oui. Est-ce qu'on peut, à ce moment-là, vu les inconvénients que tu as soulevés liés à l'utilisation d'implants zircone, est-ce qu'on peut, dans ces cas-là, discuter un petit peu de l'option des surfaces hybrides? Je savais bien que tu allais me poser la question, tu ne l'avais pas dit, mais je savais bien. Bon, nous avons notre ami Philippe Kayat qui a fait, pendant la même période de confinement que nous, plusieurs webinars pour promouvoir l'implant hybride qu'il utilise. Et c'est vrai que c'est aussi un développement intéressant, mais pour moi, ça a un intérêt très, très limité, et je pense que l'avoir assez bien expliqué par le fait que l'important, c'est d'avoir un résultat initial qui soit le meilleur possible et de se mettre dans des conditions pour qu'il n'y ait pas d'infection. Et que le premier temps de mise en place des implants doit favoriser la qualité de l'ostéo-intégration et le deuxième temps, qui est la maintenance, doit empêcher l'apparition des problèmes infectieux autour des implants. Utiliser un implant hybride, c'est considérer que de toute façon, on va avoir une perte osseuse et qu'effectivement, la progression de la périimplantite sera moins importante sur la surface usidée que sur la surface rugueuse. Mais je pense qu'il est préférable d'espérer ne jamais avoir de perte osseuse initiale. D'autant plus que là aussi, on ne dispose pas, à ma connaissance, de support scientifique suffisant
pour montrer que sur ces implants hybrides, la qualité de l'ostéo-intégration au niveau de la partie lisse est aussi efficace que celle qu'on obtient au niveau de la partie rugueuse. Ça, c'est à débattre avec Philippe Caillatte et je suis prêt à en discuter plus profondément avec lui quand il souhaitera. Et j'en profite pour le saluer s'il nous regarde aujourd'hui. En conclusion, pour prévenir les périimplantites, très schématiquement, il est évident que la première chose, c'est de poser un diagnostic parodontal efficace pour identifier les patients parodontaux et surtout identifier les facteurs de risque qui sont à l'origine de la perte des dents chez ces patients et qui sont donc les mêmes facteurs de risque que ceux qui vont favoriser l'apparition d'une périimplantite. Il faudra chez tous ces patients, bien sûr, assainir le parodonte et réévaluer la santé parodontale avant la pose du premier implant. Et notre mode clinique de réévaluation, c'est de dépister les saignements au sondage. Si vous avez une dent naturelle résiduelle qui présente un saignement au sondage, il y a un risque de développer des problèmes autour des implants. Il faudra savoir choisir un implant, et là c'est peut-être un peu plus compliqué, un implant qui utilise des techniques opératoires adaptées au profil du patient, comme vient de le voir. Par exemple, moi, dans les secteurs postérieurs, je ne vais pas chercher à faire de l'esthétique et je préférerais avoir des cols lisses avec des limites qui sont supramuqueuses. C'est ce qu'on enseigne depuis toujours en prothèse conventionnelle, avec des prothèses qui facilitent au mieux le contrôle de plaques et, si possible, des prothèses transvissées qui permettent de mieux gérer les complications. Et surtout, enfin, et c'est ça le plus important, pour tous nos patients, il faudra savoir mettre en place un programme de maintenance adapté avec un dépistage systématique des complications. Alors, pour terminer, ça m'amène à parler de la maintenance en implantologie, tant je suis convaincu que c'est la clé du succès aujourd'hui en implantologie, comme dans tous les autres domaines de l'odontologie. Si on veut avoir des résultats pérennes et si on veut garantir la fiabilité à long terme de nos résultats à nos patients, il faut bien sûr intégrer dans nos traitements cette phase de maintenance. On pourra, si vous le voulez, au cours de la discussion, parler des hygiénistes, bien sûr, mais c'est vrai que cette maintenance comprend d'abord la maintenance individuelle et les mesures d'hygiène que doit respecter le patient, et la maintenance professionnelle, c'est-à-dire ce que l'on appelle aujourd'hui le traitement de soutien. Pour ce qui est de la maintenance individuelle, rien de très nouveau, on va utiliser tous les mêmes moyens que ceux qu'on utilise couramment en odontologie conventionnelle. Et on sait depuis toutes les études de Mark Irinen qu'il est très important d'avoir une approche très globale de la décontamination buccale. C'est la raison pour laquelle, outre l'utilisation systématique des instruments d'hygiène que vous reconnaissez ici, on va aussi beaucoup utiliser les agents chimiques qui vont nous permettre effectivement de maîtriser aussi l'écologie au niveau de la langue, des joues, peut-être des amygdales, et qu'on sait que toujours par translocation bactérienne, il est important d'avoir une approche très globale des problèmes. J'en profite pour insister sur le fait que quand on s'intéresse à l'implantologie, il ne faut pas ignorer le fait que les patients implantés sont des patients qui peuvent présenter d'autres problèmes, en particulier des récidives de leur maladie parodontale, et qu'il faudra donc aussi garantir une bonne maintenance au niveau des dents naturelles résiduelles pour s'assurer qu'il n'y aura pas de problème infectieux. Pour ce qui est des brosses à dents, personnellement, je recommande depuis quelque temps à la lecture de la littérature des brosses électriques parce qu'elles ont effectivement, surtout chez ces patients âgés qui ont des problèmes de dextérité, démontré scientifiquement leur efficacité au niveau de l'ensemble de la bouche, au niveau des limites marginales de gencives et surtout dans les zones interproximales si on les compare avec les brosses manuelles. Et j'en profite pour vous recommander cette brosse chez Pierre Fabre qui s'appelle l'Inava Hybride, qui est une brosse qui a été conçue de telle façon que le patient puisse respecter tous les conseils qu'on lui donne au quotidien. On a l'habitude de demander à nos patients de brosser aussi dans la journée. Ça veut dire qu'il faut qu'ils aient des outils qui leur permettent d'atteindre cet objectif et qu'effectivement, cette brosse hybride, qui a plein de qualités, en particulier d'être une brosse électrique avec une autonomie d'un minimum de 1 mois,
est un instrument qui n'a pas plus de volume qu'une brosse à dents manuelle, que le patient peut avoir sur lui, qui présente un petit cache, comme vous le voyez ici, qui permettra au patient de pouvoir utiliser efficacement cette brosse à dents électrique 3 fois par jour, comme on lui recommande. Il est évident que l'outil principal que l'on va recommander en implantologie, c'est l'utilisation de la brossette interproximale. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette accessibilité interproximale est déterminante pour garantir la fiabilité des implants. Et on peut aussi, d'ailleurs, dans certains cas, utiliser un gel de chlorhexidine pour faire des massages interproximaux autour des implants. Mais ce qui est important surtout, c'est l'utilisation de ces brossettes interproximales systématiques. Ce n'est pas une fois de temps en temps, c'est systématiquement 3 fois par jour. Et c'est notre rôle que de savoir enseigner ça à nos patients. Et je peux vous garantir que si vous êtes convaincus, on arrive très facilement à faire que nos patients deviennent addicts de l'utilisation de la brossette interproximale et effectivement ne puissent pas, après un repas, ne pas forcément utiliser cette brossette interproximale. Toutes ces brossettes interproximales sont conditionnées pour pouvoir être utilisées dans la journée. Pour ce qui est des agents chimiques, je pense que tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire que parmi toutes les molécules qui sont proposées, et ça c'est une revue systématique de la littérature qui a été publiée en 2016, que c'est avec la chlorhexidine qu'on aura les meilleurs résultats. Si on compare l'efficacité de la chlorhexidine avec les huiles essentielles, les bains de bouche à base de plantes ou à base de probiotiques, et qu'effectivement on dispose en France, grâce à Pierre Fabre, d'un énudril qu'on appelle l'énudril Care, qui est dosé à 0,05% et qui peut être utilisé au quotidien en phase de maintenance. Vous savez que le gros inconvénient de l'utilisation de la chlorhexidine, et c'est vrai pour tous les bains de bouche à base de chlorhexidine, c'est que ça provoque des teintes sur les dents et que grâce à cette concentration, on peut contourner cet obstacle, on peut limiter au maximum l'apparition des teintes et pour recommander à nos patients de l'utiliser quotidiennement. Pour ce qui est de la maintenance professionnelle, des choses très, très évidentes concernant l'organisation des visites de maintenance. On pourra discuter un tout petit peu de la fréquence. L'objectif principal, bien sûr, des séances de maintenance, c'est le dépistage des complications qui devra être systématique. Ça veut dire que quand on reçoit un patient en maintenance, il va bien sûr y avoir toutes les séances de prophylaxie habituelles avec une actualisation donc de l'état de santé du patient. On va bien sûr contrôler les implants et il est essentiel d'utiliser systématiquement une sonde parodontale pour sonder autour de chaque implant. Ça veut dire qu'il faudra disposer d'un charting où on aura mentionné le sondage initial le jour de la mise en fonction des implants et se référer à ce sondage initial pour voir quelle est l'évolutivité de la profondeur de poche et des pertes d'attache autour des implants en phase de maintenance. On peut recommander, sans trop de risques, je pense, à tous les praticiens de faire un examen radiographique annuel autour de chaque implant ostéo-intégré. Il ne faudra bien sûr pas oublier les complications biomécaniques. À l'occasion de ces phases de maintenance, il faut bien sûr contrôler le serrage de tous les composants et s'intéresser aussi à l'occlusion. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est essentiel de pouvoir aussi en maintenance, autant que faire se peut, déposer la prothèse. C'est la raison pour laquelle, une fois de plus, on va préférer les prothèses transvissées. Ça, c'est un exemple clinique qui nous montre bien que ce bridge maxillaire soit stable, on constate à la dépose qu'il n'y avait qu'une seule vis qui était bien serrée, la vis mésiale, et qu'on était au bord de la catastrophe parce que d'abord, on risquait ici d'avoir un problème de fracture de vis, mais on constate aussi qu'au niveau des implants distaux, il n'y avait aucune herméticité avec cette infiltration de plaques. Sans pouvoir déposer la prothèse, on va passer à côté de ce problème. Ce n'est bien sûr qu'un exemple clinique parmi tant d'autres qui montre bien qu'il est toujours souhaitable de pouvoir déposer la prothèse. Ce qui veut d'ailleurs dire que dans bien des cas, il faudra aussi savoir annuellement changer les vis de prothèse qui auront été maltraitées pendant ces séances de dépose. Il faudra aussi savoir pour certains patients d'un point de vue préventif
et là, ce n'est qu'un tout petit exemple clinique, montrer qu'il faudra savoir aménager la morphologie de la prothèse comme les parodontistes ont l'habitude de le faire sur leur provisoire pour pouvoir favoriser le travail du patient et permettre l'accessibilité interproximale autour de chacun des implants. Pour ce qui est de la fréquence des visites, on ne dispose pas aujourd'hui d'outils scientifiques pour vous donner un chiffre précis. La seule chose que l'on peut dire, c'est que compte tenu du fait que la plupart de nos patients sont des patients parodontaux, on va respecter comme principe pour ces patients parodontaux implantés d'utiliser la même cadence que ce qu'on recommande pour la maintenance parodontale. Ça veut dire que si on se réfère aux études d'Axelson et de Jan Linde, on considère que les patients doivent être vus tous les 2 mois la première année et tous les 3 mois les années suivantes pour ces séances de contrôle et de prophylaxie. C'est bien sûr l'occasion de détecter les complications. Ça veut dire que, comme je vous l'ai dit, on va utiliser la sonde parodontale surtout pour dépister l'apparition de saignements au sondage. On va pouvoir faire des radiographies aussi annuellement pour dépister la présence donc des pertes osseuses périimplantaires. Et dans certains cas énigmatiques, on peut aussi faire des prélèvements bactériens pour identifier les germes autour de nos implants. Toujours est-il que ces examens vont nous permettre de faire un diagnostic précis et à l'occasion de cette réunion de consensus qui a été organisée en 2005 à Ségovie par la Fédération européenne de parodontologie, on a bien confirmé, qui était consacré d'ailleurs au traitement de la mucosite, on a bien confirmé le fait qu'il y avait un continuum entre la mucosite et la périimplantite, ce qui veut dire que d'un point de vue préventif et d'un point de vue thérapeutique, si on veut vraiment être efficace, il est très important pour tous les praticiens de diagnostiquer le plus précocement les mucosites pour éviter que ces mucosites ne se transforment en périimplantite. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu la dernière fois, comme on l'a vu il y a 15 semaines, la fiabilité des traitements de la mucosite est optimum, alors que pour les périimplantites, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Donc, on ne peut que recommander à tous les praticiens d'utiliser systématiquement la sonde parodontale pour dépister ces saignements au sondage et pour traiter efficacement la mucosite. On l'a vu la dernière fois, en présence de mucosite, on peut traiter efficacement par des moyens non chirurgicaux. Dans certains cas, on peut avoir des accidents aigus qui nécessitent, et c'est le seul cas où on va utiliser une antibiothérapie systémique en associant amoxicilline et métronidazole, comme en parodontie. On va surtout utiliser ici des agents antimicrobiens comme la chlorhexidine à 0,5%, les dérivés iodés ou l'eau oxygénée, et on peut aussi d'ailleurs y ajouter l'hypochlorite, le daquin. Toutes ces substances vont nous permettre d'avoir une approche non chirurgicale efficace. Et dans le traitement de la mucosite, on va effectivement utiliser aussi ces agents antimicrobiens. On peut y ajouter l'utilisation des aéropolisseurs et l'utilisation d'antibiotiques locaux en forme de gel qui sont à base de minocycline et qui aussi nous permettent de contrôler l'apparition de ces mucosites. Maintenant, dans certains cas, on sera confronté bien sûr aux périimplantites et je ne vais pas m'étendre sur ce chapitre puisqu'on l'a déjà traité. Là, quand on a une périimplantite, il faudra considérer que notre traitement va avoir 3 phases. Il va d'abord y avoir une phase étiologique non chirurgicale pour maîtriser l'infection. Dans ce cas, on va recommander l'utilisation de bains de bouche à la chlorhexidine à 0,2%. Pour les phases chirurgicales en post-opératoire, on va utiliser la chlorhexidine à 0,1%, qui est la chlorhexidine de l'hydryl habituelle. Et en phase de maintenance, en respectant bien toutes les règles dont on vient de parler, on pourra utiliser l'hydryl à 0,05%. Voilà, mes chers amis, j'en ai terminé avec cette présentation. Je suis prêt, bien sûr, à répondre à toutes vos questions. Une chose dont je suis convaincu, en tout cas, c'est que la clé du succès en implantologie, comme en parodontie, c'est bien sûr l'efficacité de la maintenance, c'est le respect
règles du traitement de soutien. Avant de vous remercier, je suis prêt à répondre à toutes les questions. Ben écoute, merci beaucoup Jean-Louis pour cette conférence qui, comme à l'accoutumée, était très très claire, hein, et je pense que tout le monde a pu s'en apercevoir. Une fois de plus, tu nous confirmes que le meilleur traitement des complications, c'est de les éviter par une bonne prévention, hein. Est-ce que j'ai une question à te poser sur la maintenance, la fréquence des maintenances et le déroulement de ces séances de maintenance. Est-ce qu'il est systématique de déposer la prothèse pour chaque session de maintenance, c'est-à-dire pour le sondage éventuellement? Bon, j'aime pas beaucoup le mot systématique parce que c'est vrai que dans chaque situation, il faut savoir faire la différence. Moi, je pense que c'est toujours bénéfique de pouvoir déposer. Maintenant, ça dépend beaucoup du type de construction. Si on a une construction plurale ou une construction unitaire, il est rare qu'il faille systématiquement déposer au niveau d'une construction unitaire. Pour sonder sous un bridge, c'est beaucoup plus compliqué. C'est vrai que les sondes qu'on utilise sont des sondes en plastique qui sont flexibles justement pour essayer d'être le plus efficace possible, mais on aura toujours une meilleure visibilité si on peut déposer la prothèse. Jean-Michel? Oui, là, on nous avait posé une question tout à l'heure et Nilène disait que voilà, comment expliquer que le fait que chez certains patients parodontaux, on voit des pertes osseuses autour des dents, mais pas autour des implants, au bout de plusieurs années. Ça voudrait dire que chez certains patients, on a une progression de la maladie parodontale sans qu'il y ait de périimplantite. Voilà. C'est bien ça. Oui. Non, mais c'est tout à fait possible. Ça ne veut pas dire que la périimplantite va aller moins vite, que la progression de la périimplantite va moins vite que la parodontite. Mais c'est vrai que ça dépend. La parodontite comme la périimplantite sont des maladies inflammatoires d'origine infectieuse multifactorielle et que ça dépend des facteurs qui sont à l'origine du problème, donc du contrôle de tous ces facteurs. Donc, c'est un petit peu difficile de répondre en général sur cette affirmation. En général, je peux vous dire que chez les patients parodontaux qui ne vont pas bien et qui sont porteurs d'implants, il est rare qu'il n'y ait pas de problème autour des implants. En tout cas, dans mon expérience, c'est presque systématique aussi. Y a-t-il d'autres questions de… Non, c'est bon. D'accord. Bien, écoutez, je vous remercie tous et je remercie tout particulièrement le laboratoire Pierre Fabre pour le soutien qu'il nous a apporté dans l'organisation de ce webinaire. Et je vous donne quand même un rendez-vous avant de nous quitter, bien qu'il y aura un prochain webinaire qui sera organisé par le DU aux alentours du mois de juin, mais vous serez informés pour cela par French Tooth. Donc, avant de vous quitter, je voudrais simplement vous faire part du… Attendez, j'ai oublié de partager mon écran. Je voudrais vous… Est-ce que je trouve… Comment je fais? Est-ce que je peux partager le DOIS? D'accord. Voilà, pour vous inviter d'ores et déjà au 13e symposium international que nous organisons l'année prochaine dans la baie d'Ajaccio, à Porticcio pour être plus précis. Et à l'occasion de ce symposium qui aura lieu donc les 14 et 15 mai 2021, nous réunirons 2 générations de conférenciers internationaux sous la présidence de notre ami Tiziano Testori. Nous recevrons, comme vous le verrez, donc Ronald Jung de l'Université de Zurich, Luca Destavola de l'Université de Padoue, Amandine Parra de Paris, Simone Cortellini de l'Université de Louvain, qui travaille avec Marc Urinen, et German Gallucci de l'Université de Harvard. Donc, vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur le site de l'Association Dentaire Corse pour avoir tous les détails qui concernent cette manifestation. Voilà, donc je vous souhaite un bon week-end, d'ores et déjà, et surtout, protégez-vous et bonne reprise pour lundi. Au revoir. Au revoir.